Bienvenue sur Africa 24 avec votre émission politique Politicia. Le Politicia de ce vendredi propose de vous plonger au cœur du Nigeria et plus précisément sur la restructuration de cette puissance régionale ouest-africaine. Le bilan politique et sécuritaire à mi-mandat du président Muhammadu Buhari, le défi de la relance de l'économie et le poids diplomatique du Nigeria seront au centre de notre débat. Nous sommes pour en parler en compagnie de Jean-Bernard Bikim qui est chercheur. Bienvenue à vous, monsieur. Bienvenue, merci Diarra. Bienvenue également à Brice Dzamba, qui est avocat. Merci Diarra et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et bienvenue enfin à Gaston Mahongou, qui lui est écrivain et conférencier. Et bonjour. Entrons donc sans plus tarder dans le vif du sujet. Le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari se consacre à la gestion de plusieurs dossiers urgents. Il s'agit notamment du combat contre le terrorisme, un chantier prioritaire qui tient à cœur au président nigérian, à qui il reste moins de 2 ans pour atteindre des résultats concrets. La réforme de l'armée est une meilleure coordination avec celle de la région. On fait reculer le groupe islamiste Boko Haram, mais son éradication est loin d'être acquise, comme nous l'explique Fanny Mounichi. Le président Muhammadu Buhari est de retour au Nigeria. Après un séjour de 2 mois à Londres pour raisons médicales, le chef de l'État a repris ses activités le 10 mars. Affaibli par ses ennuis de santé, il est pourtant attendu sur les grands chantiers qu'il avait lancés il y a 2 ans. Parmi ceux-ci, l'éradication du groupe terroriste Boko Haram fait figure de priorité. Dès sa prise de fonction en 2015, le chef de l'État s'était d'ailleurs adressé directement aux responsables militaires. Vous devez rassembler vos forces et continuer à faire équipe avec les autres parties prenantes pour mettre en place un effort commun bien coordonné qui permettra la fin souhaitée de ces insurrections d'ici 3 mois. La réorganisation et le renforcement des moyens militaires, le président Buhari s'y attelle depuis le début de son mandat. Car l'armée n'avait jusque-là jamais bénéficié des ressources nécessaires pour lutter contre les terroristes. Symbole de cette inefficacité, le kidnapping de masse des lycéennes de Chibok qui avait été relayé dans le monde entier. En octobre 2016, 21 lycéennes ont été libérées, mais les négociations n'ont pas permis depuis de nouvelles libérations. Les négociations ne sont pas finies tant que toutes les filles ne seront pas libérées. Les pourparlers sont toujours en cours à l'heure où l'on parle. Bientôt, d'autres et bien plus seront libérés. Si le président Muhammadu Buhari a essuyé des critiques dans le dossier des lycéennes de Chibok, il peut en revanche se targuer d'avoir fait reculer les positions de Boko Haram au Nigeria. Les terroristes ont ainsi été délogés de la forêt de Sambisa, qui était jusqu'alors leur principal bastion. Jusqu'à présent, nous avons pu enlever pas moins de 14 camps de Boko Haram dans la forêt de Sambisa. Et en 1 semaine seulement, nous avons été en mesure de sauver plus de 1880 personnes qui étaient retenues contre leur volonté par le groupe terroriste. Pour consolider ces résultats encourageants, le Nigeria vient de se doter d'une nouvelle politique migratoire. Le gouvernement souhaite contrôler l'accès au pays et ainsi empêcher le groupe Boko Haram de procéder à des recrutements étrangers. Monsieur Dzamba, on l'a vu, dès son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a nommé les chefs des armées avant même de nommer un gouvernement pour le pays. Il savait qu'il devait agir rapidement et les militaires le respectaient et le craignaient en quelque sorte. Est-ce que d'après vous, la présidence de Buhari a marqué un tournant sur le plan sécuritaire ? Oui, écoutez, il faut dire que quand il arrive au pouvoir, il tombe quand même sur un dossier qui est assez poignant, qui est assez important déjà pour la stabilité du Nigeria et donc une condition nécessaire pour continuer le chantier de l'économie. Et donc on l'attendait surtout dans ces dossiers de la sécurité. Donc il était important pour lui déjà de donner un dynamisme au niveau de l'appareil sécuritaire, parce qu'il faut savoir que le Nigeria n'était pas adapté, en tout cas son armée, à ce type de guerre nouveau, parce que c'est des armées qui sont préparées pour des guerres conventionnelles et le terrorisme est un mode de guerre qui est différent, qui n'a jamais été
pratiqué jusqu'à ces jours, jusqu'à récemment mais le terrorisme sur le plan mondial. C'est pas un phénomène nouveau. Voilà, mais le phénomène djihadiste, le terrorisme djihadiste est un terrorisme qui est tout à fait particulier parce que c'est une forme de guerre qui ne dit pas son nom. Donc il faut adapter l'armée, il faut donner les ressources nécessaires à l'armée, notamment renforcer le renseignement, parce qu'il faut que le renseignement soit plus efficace, tout ce qui est, par exemple, écoute satellitaire et autres, et aussi sécuriser les frontières. Donc tous ces moyens, l'armée nigériane ne disposait pas encore de cela. Donc il faut avoir des alliances stratégiques avec des puissances qui ont ces technologies-là. Et il me semble que le peuple nigérian attend le chef d'État actuel dans ces dossiers de façon pragmatique. Et surtout, vous estimez que depuis son arrivée, il y a eu des changements, une nouvelle impulsion, notamment contre cette islamite Ah oui, il y a eu une volonté et il y a eu une stratégie surtout. Il y a une stratégie, il y a des ordres et des instructions précis, notamment le renforcement des ressources, le contrôle. Quand on parle des ressources, il y a une formation adaptée des militaires à cette forme de guerre nouvelle. Il y a les renseignements qu'il va falloir rendre plus sûrs, et puis les frontières. Et aussi, au-delà de ça, il y a aussi la question des jeunes filles qui ont été enlevées. Donc il y a cet aspect qui est aussi très important pour les Nigérians et pour le Nigeria par rapport à son image sur le plan international, de montrer que le Nigeria contrôle véritablement son territoire et est en train de donner des coups de boutoir assez décisifs à Boko Haram. Monsieur Mahongo, est-ce que vous sentez que le président nigérian Muhammadu Buhari a changé un petit peu cette diplomatie militaire? Bon, mais écoutez, le problème, il est très épineux. Moi, je pense que j'aurais préféré que nous, les Africains, nous puissions toujours émerger en manifestant les capacités que nous avons héritées de nos propres aïeux. Il était fort possible d'entamer de véritables négociations avec Boko Haram, bien que les gens peuvent penser que je suis en train de rêver. Mais en tant qu'Africain, si c'était la voie... Qui seraient ces interlocuteurs? Aboubacar Shekau, qu'on voit menacer le monde entier avec ce terrorisme? Non, avec qui le vrai problème, c'est discuter? qu'il faut circoncire Boko Haram. Boko Haram au Nigeria, point barre. Il ne faut pas voir la nébuleuse telle qu'elle évolue. Boko Haram s'est répandu au Nigeria, c'est quoi? C'est une idéologie. Au Cameroun, dans les autres pays frontaliers. C'est une idéologie qu'il faut circoncire étape par étape et puis surtout étape par étape. Mais quand on voit que le Boko Haram qui est né au Nigeria a dépassé les frontières, comment aujourd'hui se concentrer uniquement sur le Nigeria quand on sait que le phénomène est finalement régional? Au moins, je suis en train de me faire comprendre. Si nous attaquons le problème au Nigeria et qu'au Cameroun, les Camerounais l'attaquent aussi et que partout... Mais quand on voit la force multinationale mixte, les pays se sont alliés. Toutes ces forces-là, il ne faudrait pas que nous tombions dans le piège des Occidentaux qui, eux, savent de quoi est-ce que tout cela rime. C'est-à-dire que les Africains ne savent pas? Non. Le vrai problème, c'est la proposition que je suis en train de vous montrer pour combattre ce genre de combat. Vous savez, Boko Haram, c'est comme les situations que nous avons vues dans d'autres pays, mais sous une autre forme. On a vu par exemple avec la France-Afrique que des États occidentaux pouvaient financer des juntes ou financer des mouvements pour s'aimer un peu la terreur afin de se faire prévaloir des services qu'il faudrait livrer à certains pays pour les maintenir un peu dans le giron. Vous parlez quoi, d'un complot, autrement dit? Mais il y a toujours eu ces complots. Même celui-là aussi, c'en est un. Et donc c'est pour cela que ce combat peut être très bien fait en faisant comprendre à Boko Haram qu'il peut trouver ce dont il a besoin dans sa patrie, dans sa nation, et non se laisser toujours... Mais attends, ces armes-là, pourquoi on crée des armes? Pourquoi vous vous attaquez aujourd'hui au réchauffement climatique alors que vous avez des véritables problèmes? Et ces problèmes-là sont posés parce que vous produisez des armes qu'il faudrait vendre. Vous les vendez partout, il faut les vendre chez les Africains qui, eux, ne peuvent pas dire, écoutez, on peut arrêter, ne pas s'engager dans de tels chemins. Donc c'est une question de véritable conscientisation. Et entamer un véritable dialogue avec Boko Haram était la vraie solution. Donc discuter avec les membres de Boko Haram, mais quand on voit que la discussion est un petit peu... inimaginable pour l'heure. Non, les discussions n'ont jamais été inimaginables. Il est vrai que ce problème de Boko Haram, nous l'avons un peu partout en Afrique sous une autre forme. Il y a des dictateurs qui veulent se maintenir au pouvoir et qui prennent toute la population en disant qu'ils sont d'accord avec nous, les autres qui sont en train de faire des revendications ne sont pas audibles. Donc c'est ça le problème. Dites-nous ce que vous pensez, vous, autour de ce complot qu'on met en place, encore une fois, pour beaucoup de raisons, autour de ce groupe islamiste qui sème la terreur
terreur au Nigeria? J'aiderais l'aîné, hein, c'est plutôt pas un complot, ce sont des tensions et des confrontations géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques internes et externes liées à l'affrontement au bloc ouest-est et plus précisément dans la conquête des territoires pour l'approvisionnement en matières premières. Ça, c'est pour résumer un peu sa pensée. Sur le fond, la réponse qui est apportée au Nigeria est une mauvaise réponse. Pourquoi c'est une mauvaise réponse? Mais quand on voit qu'il n'y a plus de grandes zones administrées, on voit que le groupe est en train d'être affaibli, il y a quand même des résultats concrets. Boko Haram n'est pas une secte. C'est même pas un groupe djihadiste. C'est une confrérie qui a choisi la lutte armée pour que l'État puisse enfin remplir ses missions régaliennes. Il faut le rappeler. Le phénomène de Boko Haram est aujourd'hui répandu dans la sous-région, mais il y a bien des zones qui ne sont pas touchées par des phénomènes économiques disgracieux. Qu'est-ce qui alimente ces tensions? C'est la question que vous êtes journaliste, vous posez-vous les questions, ne regardez pas uniquement les effets, mais regardez les causes. Quelles sont les causes qui nous amènent aujourd'hui à nous rentrer dans les uns par rapport aux autres? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, je pense une chose en tant que scientifique. Nous avons deux tensions extrêmes. Nous avons un pays largement pourvu en matières premières et nous avons 168 millions d'habitants dont plus des 3/4 vivent avec moins d'$1 par jour. Et entre-temps, l'essentiel de la rente économique et financière du pays est totalement exporté, donc expatrié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un État qui a les moyens de remplir ses missions, qui ne peut pas les remplir parce que l'absence de moyens lui permettant d'assumer ses fonctions n'existe pas. Et entre-temps, vous avez des populations qui sont prises en étau. Je prendrai un chiffre très simple. Aujourd'hui, l'espérance de vie au Nigeria, il est de 51 ans. 51 ans, l'espérance de vie. C'était 54 en 2015. 51 ans aujourd'hui. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment les pays africains peuvent se dégager d'un passé hérité. Parce que cette histoire que nous avons aujourd'hui, c'est une histoire qui se répète, qui tourne en boucle. La vraie question à laquelle il faudrait répondre, c'est de dire aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas possible de dire aux Nigérians qu'il ne sert à rien de dire « nous sommes un État fédéral », alors que les structures qui correspondent à un État fédéral ne sont pas mises en place. La première réponse, elle est là. Ensuite, comment permettre la coexistence entre les Haoussa, les Peuls, les Ibo et les Yoruba? Et là, il faut rapidement se pencher sur la question des variables socioculturelles. Quelles sont-elles? La confiance, les croyances, la religion, les normes. Monsieur Bikim, vous n'avez toujours pas répondu à la question pour savoir surtout cet aspect sécuritaire aujourd'hui. Il y a le fait Boko Haram qui sévit au Nigeria. Aujourd'hui, le président tente disons, en tout cas, apporter une réponse à ce terrorisme dont on parle. Vous nous placez le débat sur l'aspect économique, ça sera notre deuxième partie. Je vais juste laisser Monsieur Dzamba répondre. Notre ami est très impatient d'arriver sur la question économique, mais en fait, ce que je retiens et ce qui est très important sur ce qu'il a dit, c'est surtout les causes. Voilà. Il faut parler des causes parce que la vraie connaissance, c'est la connaissance des causes. Voilà. Mais au niveau des causes, Boko Haram, c'est clair. Boko Haram, déjà, le slogan est là, c'est-à-dire l'Occident, c'est haram. Voilà. L'Occident, c'est pas bon. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui viennent d'Occident sont considérées comme haram. En tout cas, c'est l'idéologie affichée de Boko Haram. Bon, moi, je n'ai pas le don de savoir ce qui est caché derrière, mais au moins, ça, c'est ce qui est affiché. Alors, c'est vrai que le Nigeria a comme la plupart des pays africains, souvent, cette dichotomie nord-sud. Il y a le nord qui est musulman à majorité, le sud qui est chrétien. Donc Boko Haram prospère un peu déjà sur une base où il y a des populations qui sont sensibles au discours musulman. Donc Boko Haram essaie d'endoctriner davantage. Et puis, en endoctrinant, c'est sûr qu'on joue sur la pauvreté des gens en leur promettant certainement oui, mais pourtant, il y a d'innombrables régions où, je suis désolé, il y
il y a des jeunes qui sont désœuvrés et il n'y a pas forcément Boko Haram qui prospère là-bas. Là, vous anticipez ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours tout mettre sous le dos de la pauvreté. Voilà, je pense que ça, c'est à mon avis, une réponse un peu de facilité. Parce que si c'était le cas, les pays africains, en tout cas au sud du Sahara, seraient en révolution ou en tremblement de terre constant. Parce que je pense que devant une injustice, il faut savoir s'organiser avec les outils que l'État offre pour s'organiser. Le Nigeria, jusqu'à preuve de contraire, est une démocratie qui n'est pas une démocratie parfaite, comme la plupart des démocraties, qui est en train de se chercher, mais il y a des outils qui permettent l'expression. Et moi, je pense que Boko Haram, le moyen d'expression choisi et utilisé par Boko Haram... Est-ce que le président aujourd'hui donne le ton de cette lutte, une lutte ferme contre Boko Haram? Ah bah oui, puisqu'on a suivi le reportage qui est clair et qui dit qu'il y a des bastions de Boko Haram qui sont repris aujourd'hui. Donc ça, ce sont des points objectifs. On ne peut pas les contester. On a aussi eu des libérations d'otages. Des libérations par ailleurs. Et pour répondre à notre aîné, il a raison, il faut dialoguer. Mais quand on dialogue pour être efficace, il faut faire la guerre par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dialoguer avec des gens qui tiennent des armes sans par ailleurs les mettre en situation de pression pour qu'ils accèdent. Mais M. Bangou, de toute façon, vous ne nous avez toujours pas dit avec qui doit-on dialoguer aujourd'hui, si l'aspect dialogue est mis en place par le Nigeria. Vous savez, il faut reconnaître que Boko Haram, c'est l'expression de l'insatisfaction de la population vis-à-vis de la politique menée par les prédécesseurs. En fait, le gros problème qui se manifeste en Afrique, c'est celui-là. Vous avez des dirigeants, je le répète, dictatoriaux. Et donc, les dirigeants vont prendre comme prisonniers. Oui, mais c'est ça, parce que le problème, il est africain. Et donc, la solution doit être africaine. Même si vous voulez, si vous voulez que nous puissions l'entamer sur le point de vue nigérian, c'est justement la vitrine. Le Nigeria, c'est le plus grand pays prospère en Afrique à cause de l'économie des rentes. À cause de quoi? De la richesse naturelle qu'il y a. Mais le problème de la gestion n'est pas le bon. Il n'y a pas la bonne gestion. Et si vous voulez régler le vrai problème, régler le problème qu'il y a effectivement. Boko Haram, c'est quoi? C'est la suite de la guerre entre les musulmans et les chrétiens. Et puis, au fur et à mesure, ils ont trouvé le beau créneau qui est Boko Haram, pour emmener tout le monde à se révolter contre la dictature. Vous entendez par là, par la fin, finalement, ça va terminer par une guerre des religions? Non, ça ne va pas terminer par une guerre de religion. Ça va terminer par les leaders d'opinion qui doivent insuffler un nouveau souffle de dialogue dans nos nations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que la manière dont les choses sont en train d'être réglées, Boko Haram pourra être éradiqué, mais il y reviendra toujours. Parce que si les premiers problèmes qu'il y avait entre les musulmans et les chrétiens, avec la question de revendication des richesses, s'ils avaient été réglés, Boko Haram ne serait pas apparu. On va justement parler de cette richesse dont dispose le Nigeria. Ce sera dans notre seconde partie. D'abord, on va juste marquer une courte pause pour revenir, bien sûr, sur les efforts qui ont été mis en place par le pays pour relancer cette économie. À tout de suite.